Now watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant donc la suite des documents de l'affaire Justin Baldoni, Blake Lively. Et aujourd'hui, je vous ai regroupé en un seul morceau les dépositions de Jenny Slate et également celle de Colin Hoover. Donc Jenny Slate, pour info, c'est donc celle qui joue le personnage de la sœur de Ryle dans le film Jamais plus. Et Colleen Hoover, bon, c'est l'autrice. Donc je vous ai regroupé l'essentiel de ce qui a été dit dans leur déposition. C'est pas mal, hein, vous allez voir. Donc écoutez, sans perdre une seule seconde, c'est parti. Alors, déposition de Jenny Slate. On va commencer par elle. Donc l'avocat lui demande, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a paru inapproprié? Parce que là, elle disait qu'elle avait été témoin donc de choses inappropriées. Alors, elle répond, si je me souviens bien, on se préparait à tourner. Blake, Justin et moi étions sur le plateau. Et il a dit qu'elle avait l'air, je ne me souviens plus exactement, mais sexy, puis canon, ou canon, puis sexy, ou encore que son look était sexy ou canon. Bon, je me souviens qu'elle a répondu quelque chose comme ce n'est pas ce que je recherche. Puis elle a essayé un autre adjectif, canon ou sexy, encore une fois, j'ai oublié l'ordre, et je me souviens qu'elle a dit quelque chose comme pas ça non plus. Alors j'ai dit à Justin, tu sais, je parlais justement récemment avec une amie des commentaires sur le physique des acteurs et leurs costumes. Bon, je paraphrase, je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais ça allait de l'inutile ou hors de propos à carrément inapproprié. Et c'est, vous savez, un peu gênant de le dire, mais on ne fait plus ça. Et je sentais que je devais le dire parce que c'est ce que je ressentais. Je ne voulais pas parler au nom de Blake parce que je ne la connaissais pas bien à l'époque. Et vous savez, je ne peux parler qu'en mon nom, donc en général. Mais Justin n'a pas semblé apprécier ce que j'ai dit car il est parti en claquant la porte, puis est revenu et a dit quelque chose comme si j'utilise le mot hot, que chaud, c'est parce qu'il fait chaud ici. Voilà la situation, si je m'en souviens bien. Et on a donc l'avocat qui lui demande, l'avez-vous cru que la raison pour laquelle il a utilisé le terme chaud était parce qu'il faisait chaud là-dedans, et non que Blake était chaude, dans le sens chaudasse? Elle répond non. Qu'avez-vous pensé de ce commentaire? Elle dit j'ai été déçue. Avez-vous eu l'impression qu'il inventait une excuse qui n'était pas sincère? Elle répond oui. Comment avez-vous interprété le commentaire de M. Baldoni à Madame Lively? Elle répond j'ai compris que son commentaire concernait son apparence. J'ai eu le sentiment que cela concernait son corps. Tout cela me semble non professionnel, inapproprié et vraiment inhabituel. L'avocat, qu'est-ce qui, dans les incidents que Madame Lively vous a décrits, vous a paru inapproprié? Jenny répond une atteinte à la vie privée, par exemple. Appeler le coach de quelqu'un pour connaître son poids. Une expression émotionnelle non professionnelle. Ok, l'avocat demande avez-vous parlé d'autre chose avec Madame Lively lors de cette conversation? Elle dit je ne me souviens pas des détails, mais je sais que nous avons parlé de l'écoute mutuelle, du désir de se soutenir, du besoin d'être rassuré, validé et de la volonté de comprendre ce qui se passait. Avez-vous vous-même reçu des commentaires que vous avez jugés inappropriés à ce moment-là? Elle répond oui. Et cela vient-il de Monsieur Baldoni? Oui. Qu'est-ce qui vous a dit que vous avez trouvé inapproprié? Il a dit quelque chose comme je peux me permettre de dire ça parce que ma femme est là, mais tu es sexy dans cette tenue. Je dirais que commenter l'apparence physique de quelqu'un est assez contraire aux normes et donner son avis personnel à ce sujet. Quand vous dites assez contraire aux normes, pouvez-vous préciser? Demande l'avocat. Un peu comme ce que j'ai dit précédemment à propos de la situation que j'ai décrite entre Blake, Justin et moi. Je supposais qu'il était entendu que nous ne ferions plus cela. Ce n'est plus approprié. Cela ne l'a jamais été, mais ce n'est pas approprié sur un lieu de travail. Est-il vrai que votre apparence physique fait partie de votre jeu d'acteur? Demande l'avocat. Elle répond oui. Et est-il vrai que vous avez estimé que c'était inapproprié sur ce lieu de travail même si votre apparence physique fait partie de votre jeu d'acteur? Elle répond oui. Et pourquoi? Le commentaire me concernait personnellement, pas mon personnage. Il n'était pas utile à mon travail. Je ne le souhaitais pas. Il était indésirable et n'avait pas sa place dans mon expérience professionnelle. Avez-vous le sentiment que M. Baldoni vous sexualisait? Oui. Lui avez-vous dit que vous n'aviez pas apprécié ce commentaire? Non. Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait à ce moment-là? Je ne me sentais pas à l'aise.
Pourquoi? Parce que je crois que c'était mon premier ou deuxième jour sur le plateau, il était mon patron et je voulais juste faire mon travail et partir. Et pour en revenir au moment où Monsieur Baldoni a qualifié Madame Lively de sexy et de canon, et où vous avez fait vos déclarations, vous avez dit qu'il s'était éloigné. Avait-il l'air contrarié? Oui, il avait l'air contrarié, un peu comme s'il s'éloignait en soufflant. En plus d'avoir fait part de vos inquiétudes à votre manager, en avez-vous également parlé à votre agent? Oui. Et donc là, l'avocat lui ressort un extrait d'un texto qu'elle a envoyé à son agent. Donc il cite ce qu'elle a marqué. Cette semaine a été vraiment intense pour plusieurs raisons. C'est à la fois fascinant et horrible. Justin et Jamie sont vraiment incompétents. Je n'ai pas peur, je suis juste dégoûtée et profondément irritée. Et je sais que Blake le vit à un niveau bien plus grave. On ferme la citation. Y a-t-il eu autre chose sur le plateau que les incidents que vous avez décrits? Je pense que j'ai décrit les problèmes autres que le Covid et la grève, le chaos général que j'ai décrit et les comportements décrits ici. Voilà. Mais vous dites, reprend l'avocat, je suis sur le point de vraiment mal tourner et je ne sais pas quelle est la limite de Blake, mais elle en a vraiment pris des vertes et des pas mûres de leur part, des trucs de dingue, et je ne plaisante pas quand je te dis que Justin et Jamie me font flipper. Genre, ils racontent des mensonges vraiment bizarres et Justin est incroyablement borné. Quand vous dites qu'ils racontent des mensonges vraiment bizarres, à quoi pensez-vous à ce moment-là? Elle répond, je ne me souviens plus. Ok, donc l'avocat poursuit la citation de son texto. Je ne sais vraiment pas, il a fait une conférence TED. Il est pire que les mecs que j'ai rencontrés, pas parce qu'il est un prédateur, mais à cause de sa fragilité et de sa misogynie générale, comme s'il ignorait complètement les interdits les plus évidents. Fin de citation. À quoi faisiez-vous référence en parlant de sa fragilité, de sa misogynie et de son ignorance des interdits les plus évidents? Demande l'avocat. Elle répond à son attitude défensive, à ce genre de comportement arrogant, à son comportement inapproprié, ce genre de choses. Vous dites à ce moment-là, il m'a fait une remarque sur mon apparence sexy, mais j'ai décidé de passer outre, même si cela m'a profondément perturbée, déçue et irritée. Cela décrit-il fidèlement ce que vous avez ressenti? Elle répond oui. Et votre dernière phrase est, je cite, j'ai l'impression qu'il y a une limite à ce que les gens peuvent supporter. Il y a beaucoup de membres de l'équipe également très contrariés. Fin de citation. Qui parmi les membres de l'équipe était contrarié à ce moment-là? Lui demande l'avocat. Elle répond les personnes du service coiffure et maquillage. D'accord? Et concernant Madame Lively, vous a-t-elle dit que Monsieur Baldoni improvisait des moments d'intimité physique? Vous en a-t-elle parlé pendant la première phase du tournage? Elle répond je crois que oui. Je me souviens qu'elle a dit qu'il lui avait mordu la lèvre pendant leur baiser. D'accord? L'avocat dit vous a-t-elle dit qu'il avait improvisé un contact physique qui n'était pas prévu dans le scénario? Elle répond oui, c'est ce qu'elle a ressenti. Avez-vous eu l'impression que l'ambiance de travail en général était altérée par le comportement de Monsieur Baldoni et de Monsieur Jamie Hiss? Elle répond tout à fait. Donc, à ce moment-là, aviez-vous décidé de parler à Madame Alex Sachs, malgré le fait qu'elle connaissait Monsieur Baldoni depuis un moment? Elle répond il semblerait que oui. Donc, Alex Sachs, rappelez-vous, c'est quelqu'un de chez Sony qui travaillait donc sur le plateau de Jamais Plus, qui ne pouvait pas supporter de bosser avec Justin parce qu'on a compris dans ce qu'on a lu qu'elle le jugeait incompétent et qu'elle aurait aimé, elle, diriger le film. Et là, dans ce que l'avocat dit à Jenny Slate, on comprend qu'en fait Alex Sachs connaissait déjà Justin d'avant, donc d'où sa question. Et qu'est-ce qui vous a incité à faire part de vos inquiétudes à Madame Sachs? Elle répond je ne me souviens pas. Il reprend l'échange de textos entre Jenny et Blake Lively. Il lui dit ensuite, dans la réponse de Madame Lively, elle dit comme je n'ai pas encore parlé à Justin, Jimmy ou Alex de ce comportement inapproprié, tu peux simplement parler de ce que tu as vu et vécu. J'en ai parlé à Ange, mais je lui ai demandé de ne pas en parler pour que je puisse m'en occuper personnellement, car je dois essayer de sauvegarder une certaine alchimie et une certaine camaraderie avec Justin, qui est non seulement mon réalisateur, mais aussi mon partenaire amoureux. Et nous n'en sommes même pas au tiers du tournage. Donc ça, c'est ce que Blake Lively a répondu à Jenny Slate. Qu'avez-vous compris du message que Madame Lively vous a communiqué? Jenny répond « J'ai compris qu'elle estimait que son travail en souffrirait si elle en parlait à ce moment-là et que je devais simplement parler de ce qui m'était arrivé. » Donc en gros, pour que vous compreniez, je vous résume vite fait, là, elle est en train de dire qu'en fait, elle s'est plainte auprès d'Alex Sachs de chez Sony de ce qui ne lui a pas plu
chez Justin, mais Blake lui a dit de ne pas parler en son nom, de parler juste de ce que elle la dérangeait. Et là après, il y a l'avocat qui lui montre un message d'Alex Sachs que Justin lui a envoyé où il s'excusait de son comportement s'il avait froissé ou heurté qui que ce soit. Donc là, l'avocat lui ressort ce mot d'excuse et il lui dit: comment qualifieriez-vous cela, sachant qu'il a été dit précédemment qu'il ne vous a pas présenté d'excuses? Ne considérez-vous pas cela comme une excuse? Elle répond: non, ce ne sont pas des excuses. Et comment qualifieriez-vous cela? Elle répond: je qualifierais ce message d'accusé de réception des informations reçues d'Ange, et comme il l'a dit, des ajustements seront apportés en conséquence. Qu'avez-vous ressenti en recevant ce message? J'ai trouvé que c'était, vous savez, un manque de prise de responsabilité directe et un peu ridicule, mais c'était aussi suffisant pour que je puisse me concentrer sur notre travail, et voilà. Bon, après ça, elle dit qu'elle a informé son équipe qu'elle ne souhaitait plus interagir avec Justin et Jamie durant la tournée promotionnelle. C'était en substance l'essentiel de son témoignage. Je vais vous citer un échange de messages qu'il y a eu entre Jenny et Blake. Alors, on a Jenny qui écrit donc à Blake Lively: je suis vraiment désolée d'avoir fait cette remarque sur notre minuscule chambre dans notre Airbnb miteux. J'y repense maintenant, notamment à cette allusion au fait que ce serait, je cite, mauvais pour faire l'amour, et je réalise que c'était vraiment déplacé. J'espère que tu sais que je suis consciente que ce n'était pas le contexte pour ce genre de remarques. De plus, sachant que vous dormez tous ensemble, ça a dû te paraître vraiment blessant. Je suis vraiment désolée, je ne porte aucun jugement, mais je comprends que ça a été perçu comme ça. Concernant notre lit, c'est juste ce qui me convient. Je ne prétends absolument pas que ce soit la solution idéale pour tout le monde. J'aurais aimé ne pas dire ça. Et comme tu dis, on passe à autre chose, mais je voulais que tu saches que je m'en souviens et que je le regrette. Je suis vraiment désolée si je t'ai blessée. Alors là, on comprend que Jenny Slate a dû faire une petite blagounette sexuelle, hein, donc voilà. Et elle s'excuse en long, en large et en travers. Et on a Blake qui répond: oh là là, ne t'inquiète pas du tout, je le pense vraiment, absolument pas. Tu n'as pas besoin de revenir sur ce qui a été dit. C'est vraiment gentil de ta part de dire ça, mais ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, ne t'en fais pas. La vérité, c'est que la dynamique est différente entre les femmes et les hommes, et il y a une sécurité avec les femmes qu'il n'y a pas avec les hommes. En fait, sur le moment, ce n'était pas toi qui était bizarre, c'était Justin Baldoni. Tu ne savais pas qu'on dormait tous ensemble, lui, il le savait, et quand tu as dit ça, il a répondu: ah oui, c'est terrible pour faire l'amour. C'était tellement bizarre qu'il dise ça au lieu de simplement rire comme moi. Il cherche toujours à se faire apprécier, alors rejoindre le groupe est logique pour lui. Mais j'ai quand même remarqué quelque chose de sa part. Jenny répond: Burk, j'y pense sans cesse depuis ce matin. Je crois que j'essayais juste de faire une blague, un peu à mes dépens. Mais oui, je pense que tu as raison. C'était un message sous-jacent. Impossible de trouver un Airbnb dans ces quartiers avec le budget qu'ils m'ont alloué. Et puis quand tu as dit que vous aviez un lit familial, j'ai eu un coup au cœur. C'est une grosse leçon pour moi. Et merci d'être aussi compréhensive et indulgente. Et Justin est vraiment bizarre d'avoir réagi à cette blague s'il connaissait quoi que ce soit de votre situation familiale. Il est tellement imprévisible et désespéré. Ensuite, elle la relance sur autre chose. Je me suis entretenue avec Alex, donc Alex Sachs, et j'ai été très franche avec elle à propos de tout. Les remarques initiales de Jamie, l'enregistrement de Justin, ses commentaires ultérieurs et son attitude tatillonne, mon sentiment que le travail en pâtit vraiment, et qu'en tant que féministe convaincue, je suis inquiète et offensée par son manque de discernement. Je lui ai dit que je voulais simplement qu'elle soit au courant et que les choses doivent absolument devenir beaucoup plus professionnelles, et elle était d'accord sur toute la ligne. Blake répond: incroyable, tu te sens bien? Au fait, je suis vraiment désolée que tu aies à vivre tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être le cinéma. Fin des échanges de textos. Alors là, on comprend que Jenny s'est plaint d'avoir une chambre à partager, je présume avec son mari et sa fille. Elle a dit: ouais, bah, c'est pas pratique pour le sexe, quoi, du coup, parce qu'elle n'est pas seule avec son mari, on comprend. Donc voilà, elle s'excuse en gros d'avoir fait une blagounette sexuelle sur la petitesse de son propre lit, alors que Blake, bah, elle est pareille, quoi, en fait. Elle a un seul lit pour toute la famille. Et Blake lui dit: ah non, mais c'est pas grave, tu sais, les blagues comme ça, en gros, ça passe entre femmes.
mais voilà, avec un homme, ça passe pas. Et en plus, elle dit ouais, il doit en faire des tonnes. Enfin, vous avez entendu comment elle le taille. Et donc Jenny s'excuse d'avoir fait cette remarque. Ça me fait rigoler parce que vu comment Jenny s'écrase à dire ah excuse-moi, j'ai fait une remarque sexuelle et tout machin. À mon avis, elle a dû très bien comprendre que Blake était hyper relou sur ça. Elle a dû justement se souvenir de ces échanges où Blake décortiquait la moindre petite remarque de Justin et en prenait note. Du coup, elle a dû se dire ah mais ça se trouve moi aussi elle pourrait me coller un procès parce que j'ai fait une remarque comme ça. Du coup, elle s'écrase ventre à terre en s'excusant pour que surtout Blake ne le prennent pas de manière, pourquoi pas comme du harcèlement sexuel de la part de Jenny. Et après, c'est qui la tête de Turc dans l'histoire, encore une fois? C'est Justin, parce qu'il a eu le malheur d'aller dans le sens de Jenny et de dire ah oui, effectivement, c'est pas pratique pour le sexe. Juste, il a suivi le mouvement et elle lui en veut de ça. En gros, il est désespéré. Vous savez, genre le mec pas cool dans un groupe et qui essaie de s'incruster et de faire les mêmes blagues que tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. En gros, c'est vraiment en train de cracher sur sa tronche, encore et toujours. Voilà quoi. Donc, et elle lui dit après qu'elle s'est bien plaint auprès d'Alex Sachs, qu'elle aimait pas ceci, qu'elle aimait pas cela. Et Blake Lively lui parle de l'appartement, oui, ton déménagement, tout ça. Rappelez-vous aussi de cette histoire. Jenny Slate avait un appartement et il n'était pas assez sécurisé pour elle et sa fille. Du coup, elle a voulu déménager, mais elle n'avait pas assez d'argent. Et c'est donc Wayfarer, donc Justin et Jamie Heath, qui lui ont donné une belle somme d'argent, à mon souvenir 50 000 dollars, pour qu'elle puisse s'en servir comme dépôt de garantie auprès de l'immeuble où elle voulait louer. Et Jamie lui avait dit non mais tu sais, vu que t'es une maman et tout, pour nous c'est important, voilà. Et ce discours n'avait pas plu à Jenny. Ça m'avait un peu halluciné. Les gars, ils lui filent de la thune pour qu'elle puisse tranquillement déménager, pour qu'elle n'ait pas de soucis avec un dépôt, tout ça, en lui disant que c'est normal, c'est une maman, que pour eux c'est important, que c'est précieux, nanana. Elle trouve ce discours un peu trop faux féministe en fait, et du coup ça la saoule. Ces femmes-là, j'ai l'impression, ne supportent pas la gentillesse et elles se proclament féministes. Un féminisme qui perso me dérange parce que pour moi le féminisme c'est l'égalité des sexes. Ça n'a jamais été d'enterrer les hommes, de les haïr et de cracher sur eux. Or j'ai l'impression qu'on est vraiment un peu dans cette dynamique-là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elles ne supportent pas que quelqu'un comme Justin et comme Jamie se considèrent comme des hommes féministes alors qu'elles estiment qu'elles n'en voient rien. Je poursuis parce que là, on est parti avec Colleen Hoover, c'est pas mal non plus. Alors, là, l'avocat demande à Colleen Hoover, donc l'autrice de Jamais plus, avez-vous visité le plateau de tournage? Elle répond oui. Vous souvenez-vous donc qu'il y a eu 2 périodes de tournage? Oui, interrompues par une grève des scénaristes. Oui, donc pour le premier plateau, enfin la première phase de tournage, on va le dire ainsi, mai 2023 vous semble une bonne date? Oui. Étiez-vous en visite à ce moment-là? Oui. Et où se trouvait le bureau de pré-production? Je crois qu'il était dans le New Jersey, répond Colleen. Combien de fois vous êtes-vous rendu au bureau de pré-production dans le New Jersey? Une seule fois. Combien de temps y êtes-vous resté? Peut-être 1 heure. Pouvez-vous décrire votre rencontre avec Madame Lively? On me l'a présentée, c'était très bref. Je l'ai trouvée très aimable et la rencontre s'est bien passée. Vous avez dit que vous n'étiez pas sur le plateau pendant la 2e phase du tournage. Exact. J'avais été invitée, mais je n'y suis pas allée. Et pourquoi n'y êtes-vous pas allée? Je ne m'en souviens plus. Quand avez-vous vu Monsieur Baldoni en personne? Elle répond, c'était le jour de la projection de la bande-annonce à Los Angeles. Était-ce le 6 mai 2024? Oui. Avez-vous dîné avec Monsieur Baldoni ce jour-là? Elle répond oui. Qui d'autre était présent au dîner? Jamie Heath et Taryn Fisher, ma meilleure amie. Quel était le but de ce dîner? Je ne me souviens plus. Nous n'avions jamais dîné ensemble auparavant et nous avions passé toute la journée à faire de la promotion, mais je pense que c'était surtout parce que le film était à mi-chemin de son tournage et que nous n'avions pas vraiment eu l'occasion de nous voir en personne. Comme j'étais à Los Angeles, nous avions décidé de dîner ensemble. L'avocat demande, et jusqu'à ce moment-là, aviez-vous le sentiment d'avoir pu apporter la contribution créative que vous souhaitiez au film? Elle répond, j'ai l'impression que non.
j'aurais aimé être plus impliquée, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passait pendant le tournage. Or, je ne recevais pas les rushs. En tant que productrice exécutive, j'ai trouvé cela déroutant et j'ai finalement dû aller chez Sony pour les demander. Sans savoir ce qui se passait ni voir ce qui était filmé chaque jour, je n'avais pas l'impression de pouvoir donner mon avis car j'ignorais tout simplement ce qui se passait. Et quelles étaient les fonctions d'un producteur exécutif selon vous ? Demande l'avocat. Je pense que ça dépend de qui c'est. Je n'avais pas vraiment de fonction à proprement parler. Producteur exécutif, m'a-t-on dit, c'est surtout un titre. Les producteurs sont ceux qui font le travail. L'avocat lui demande, mais vous aviez le sentiment d'avoir un mandat de productrice exécutive pour contribuer à la création puisque vous aviez besoin de voir les rushs. Elle répond oui, et je suis l'auteur du livre. J'ai reçu tous les rushs d'un autre projet que j'avais fait avant et il y avait d'autres choses qui étaient en cours de tournage et pour lesquelles je recevais les rushs, mais pas sur ce film. Ok, l'avocat lui demande à qui avez-vous demandé en premier de voir les rushs ? Justin. Peut-être Jamie, je ne me souviens plus, mais ils étaient vraiment mes interlocuteurs. D'accord, donc l'avocat lui dit donc nous sommes en 2023, vous n'aviez pas reçu les rushs. Elle répond oui, j'ai commencé à les recevoir parce que j'ai demandé à Ange Gianetti, qui est cadre chez Sony, si je pouvais les avoir. Elle était choquée que je ne les reçoive pas. Alors elle a fait en sorte que je sois sur la liste. D'accord, donc l'avocat lui dit pour comprendre comment ça fonctionne. Vous receviez les rushs quotidiens, vous donniez périodiquement votre avis créatif et vous ne saviez pas si cet avis était intégré au film d'une manière ou d'une autre. Elle répond exactement. Avez-vous trouvé Monsieur Baldoni coopératif jusqu'à la date de ce dîner le 6 mai ? Elle répond oui, j'avais l'impression à l'époque que lorsque je partageais mes idées, ce qui n'était pas très souvent, il était réceptif. Mais je ne sais pas si elles étaient prises en compte. Et de manière générale, de quoi avez-vous parlé pendant le dîner ? Elle répond du montage et de Blake, et notamment le fait que Blake obtenait sa propre version, et je crois que c'est Justin qui m'a dit que le film pourrait être différent de ce que j'avais vu, car Blake allait bénéficier d'un montage et qu'une projection test était prévue pour déterminer quelle version était la plus appréciée. Je sais qu'il a dit que Blake exigeait son propre montage et que Sony lui en donnait la possibilité car elle n'était pas satisfaite de son montage. L'avocat lui demande « Vous a-t-il dit ce qui déplaisait à Madame Lively dans son montage ?» Elle répond « Il a insinué que c'était plus que ça. » Ou selon lui, elle voulait prendre le contrôle du film. Lors de ce dîner, il m'a informé que c'était un problème récurrent. Je crois que leur mot exact était « Nous ne disons pas qu'elle est narcissique, mais elle a un comportement narcissique et elle leur a rendu la vie très stressante pendant le tournage. Ce n'était pas une bonne expérience. Je me souviens avoir été choquée, car je n'avais rien entendu de tout cela avant le dîner, et le tournage avait déjà repris bien après. J'avais déjà vu le film à ce moment-là. Ils m'ont expliqué qu'elle avait eu une réunion chez elle, qui les avait pris par surprise quant à leur comportement, et qu'elle les avait forcés à signer un document stipulant qu'ils n'adopteraient plus ce comportement, faute de quoi elle ne reprendrait pas le tournage. La fameuse liste des 17 points là, vous vous rappelez ? Et qui vous a fait part de cela ? Monsieur Baldoni ou Monsieur Is ? Demande l'avocat. Tous les deux. Et je sais que Justin a dit que Blake avait indiqué dans le document qu'elle voulait qu'il cesse de parler à son père décédé. Je lui ai demandé de préciser sa pensée et il a dit qu'il lui avait avoué parler parfois à son père. Qui est décédé ? Demande l'avocat. Oui. Avez-vous un commentaire à ce sujet ? Colline répond « J'étais un peu confuse, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais pas s'il voulait dire qu'il avait prié pour son père décédé ou si cela faisait partie de sa pratique spirituelle ou religieuse, mais il l'a dit et ça l'a dérangé. Il y a eu aussi une histoire de purification des stagiaires à la sauge et il me semble qu'elle lui avait demandé d'arrêter. Purification à la sauge, vous voulez dire avec de la sauge ? Demande l'avocat. Oui. Désolée, ça m'a fait rire ce truc-là. Il y a eu un autre incident où Jamie a dit qu'elle avait demandé qu'il devait arrêter d'entrer dans sa caravane pendant qu'elle allaitait et il m'a ensuite expliqué ce qui s'était passé quand il y était entré. C'était Jamie, pas Justin. Et il a dit qu'il était entré dans sa caravane à son invitation parce qu'il devait discuter de quelque chose et je ne sais pas exactement de quoi il parlait, mais il avait accepté de se tourner face au mur, mais qu'à un moment donné, pendant cette conversation, il s'est retourné pour lui dire quelque chose et qu'elle allait porter plainte pour harcèlement sexuel ou qu'il craignait qu'elle le fasse. Il me disait ça parce que tout était dans ce document qui apparemment allait être publié et ils essayaient simplement de me préparer à ce qu'il contenait. Je crois que ce sont les seules choses dont je me souvienne qu'ils m'ont dit ce soir-là. Vous souvenez-vous d'autre chose que M. Baldoni ou M. Is vous ont dit à propos du document qu'ils ont signé ? Colline répond « Je sais qu'ils me disaient qu'ils pensaient que s'ils ne l'avaient pas signé, le film ne sortirait pas
et c'est pour ça qu'ils l'ont signé. Avez-vous eu des inquiétudes après le dîner? Elle répond, je crois que j'étais juste déçue. Je ne connaissais pas très bien Justin et Jamie, mais je savais que... Enfin, je pensais que le tournage s'était bien passé. Et j'étais inquiète car il semblait y avoir une sorte de bataille autour du montage et cela m'inquiétait. J'étais simplement déçue que tout cela se produise. L'avocat lui demande, vous avez dit qu'il craignait qu'elle porte plainte pour harcèlement sexuel, n'est-ce pas? Il craignait que cet incident ne donne lieu à une plainte ou ne soit rendu public. Ils étaient inquiets au sujet de ce document. L'avocat demande, il craignait qu'il soit rendu public? Oui, je crois, je ne me souviens pas si cela a été dit explicitement, mais il était clairement sous-entendu qu'il n'appréciait pas l'existence de ce document. Je ne me souviens plus des termes exacts, c'était toute la conversation au dîner, ils étaient très déçus de ne pas s'entendre avec Blake, ou inversement, et d'avoir dû tenir cette réunion. Vous savez, celle qui a duré 5 heures chez Blake et Ryan et que Justin s'est fait engueuler comme du poisson pourri. Ils se sentaient pris au dépourvu car ils ignoraient qu'elle avait des réserves quant à leur comportement à ce moment-là. Avez-vous eu des inquiétudes quant à la façon dont il parlait de Madame Lively après ce dîner? Elle répond, je ne sais pas si c'était une inquiétude plutôt qu'une déception. J'ai eu l'impression que venant d'un homme qui se targue de promouvoir les femmes, j'étais déçue en quittant le dîner. J'avais le sentiment qu'on essayait de me faire détester Madame Lively. J'ai quitté le dîner avec l'impression que leur intention était de me rallier à leur cause, ou vous savez, de m'expliquer leur version des faits avant même que je ne l'entende de sa bouche. Est-ce que cela a changé votre opinion sur Monsieur Baldoni ou Monsieur Hiss à ce moment-là? Oui. De quelle manière? J'ai eu l'impression que s'ils pouvaient parler de Blake comme ils l'ont fait, ça m'a rendue plus méfiante envers eux. Je n'avais tout simplement plus envie d'interagir avec eux. Je crois qu'après ce dîner, j'ai échangé quelques SMS avec Justin et Jamie et je ne leur ai plus jamais parlé. Votre opinion sur Madame Lively a-t-elle changé après ce dîner? Non, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas si les opinions exprimées ou ce qu'on m'avait dit étaient exactes. Je voulais simplement prendre mes distances avec tout ça. Avez-vous contacté Madame Lively à un moment donné? Oui, je voulais simplement lui transmettre les mêmes notes qu'à Justin, car ma priorité était d'offrir le meilleur film possible au lecteur. Vu les tensions entre Justin et Blake, je craignais que Justin ne lui donne pas mes notes. Alors je les lui ai envoyées. Elle a lu mes notes et en a discuté avec moi. Elle m'a dit qu'elle était d'accord avec moi sur beaucoup de points et qu'elle voulait que je vienne assister au montage. Et quelle a été votre impression du film après avoir vu la version sur laquelle travaillait Madame Lively avec Sony? J'ai aussi aimé sa version et j'avais plus de remarques. Alors dès la fin du film, je suis allée dans une salle du cinéma et j'ai noté tout ce qui me venait à l'esprit pour lui faire part de mes observations car je ne savais pas si j'aurais l'occasion de lui en donner d'autres par la suite. Mais j'ai aimé les deux versions. Ensuite, nous avons continué à en discuter par SMS et par téléphone. Et qu'est-ce qui vous a paru plus plaisant dans la version de Madame Lively lorsque vous avez pu comparer les deux versions? J'ai trouvé que la scène était nettement plus drôle. C'était très important pour moi. Je me souviens de quelques scènes avec le personnage d'Atlas qui m'avaient dérangé dans la première version que j'ai vue et qui ont été coupées dans celle de Blake. Je ne me souviens plus exactement de tout ce que j'ai préféré dans sa version, mais j'avais le sentiment que beaucoup de mes remarques initiales avaient déjà été prises en compte. Je pense simplement que nous avions une intuition similaire sur certaines scènes. Avez-vous passé du temps en salle de montage avec Madame Lively? Oui. Combien de fois diriez-vous avoir été en salle de montage avec Blake? Je crois que j'y étais 5 jours, mais je peux me tromper. Je ne me souviens pas avoir compté. Et quelle a été votre contribution en salle de montage? Je me suis assise avec eux et j'ai observé tous les changements et j'ai donné mon avis. Donc, Monsieur Baldoni ne vous impliquait pas dans le processus de montage comme Madame Lively le faisait. Oui. Alors là, on en revient au même problème qu'on a eu avec Blake Lively, à savoir Colin Hoover ne comprend pas en fait ce que c'est apparemment hein, être producteur exécutif, le même titre qu'avait Blake Lively. Pourtant, elle le cite, hein, c'est juste un titre. Oui, c'est juste un titre pour faire plaisir, mais toi, comme Blake, n'avais pas mis un pesos dans la production, tu as eu un droit d'écriture carrément de script, tu l'as refusé. Tu as eu un droit d'apporter ton avis, des modifications éventuelles à faire, etc. Ça, on te l'a accordé, il n'y a pas de problème, mais elle ne comprend pas qu'elle ne puisse pas avoir eu accès aux dailies, donc aux rushs, mais ça n'était pas quelque chose
qui était, comment dire, indu. Justin n'était pas obligé de lui montrer tous les rushs quotidiens. Il n'y a rien en fait qui l'obligeait à faire ça. Et quand elle fait la comparaison avec d'autres films qu'elle a fait, j'imagine qu'elle parle de Regretting You. Il me semble que c'est ça, hein, le film également qui est sorti, qui a fait un beat d'ailleurs au passage. Je ne sais pas si elle parle de Verity, qui sortira prochainement avec Anna Tawai. Bref, donc je ne sais pas comment ça se passait sur ces tournages-là. Si on lui a laissé accès aux délices, au rush, bon bah grand bien lui fasse, ok. Mais si Justin n'a pas envie de lui montrer les rushs quotidiens, donc quotidiennement, hein, tout ce qui a été filmé, c'est son droit. Et ça, apparemment, elle ne le comprend pas. Et en plus, naturellement, pour peu qu'elle en ait discuté avec Blake, qui elle aussi était offensée de ne pas y avoir accès, bon bah là, ça s'est monté la tête, hein, on a compris. Mais ce qui me fait personnellement quand même doucement rire, c'est que ensuite elle fait la comparaison avec Blake Lively, qui l'a invité dans la salle de montage pendant 5 jours. Donc elle l'a bien inclus dans le montage, mais ça j'ai envie de vous dire normal. Et Blake Lively a même dû être ravi, parce que souvenez-vous que Blake Lively n'a pas lu le livre. Or, effectivement, d'avoir Colleen Hoover avec elle, bah, c'était bienvenu, parce que les rushs sont dans le désordre. Il faut bien remettre le film en ordre. Il faut suivre la chronologie. Donc heureusement pour elle que Colleen était là pour lui expliquer, j'imagine, hein, l'ordre du film, puisqu'elle ne le connaissait pas. Donc bien sûr que lorsque Colleen s'est proposée de l'aider, d'être à sa disposition, elle a sauté sur l'occasion. Mais ça n'est pas parce que Blake, du coup, est beaucoup plus gentil que Justin, c'est juste que Blake, ce n'était pas son film. Elle n'a pas lu le bouquin, elle ne connaît pas le matériel de base, donc elle n'avait pas toutes les connaissances que Justin avait du film. Tout simplement. Et ça, encore une fois, Colleen ne comprend pas, en fait. Si vous regardez en haut de cette page, vous verrez une référence à une publication Instagram de Wayfarer qui partage un article intitulé « Explication de la fin de Jamais plus. Pourquoi Justin Baldoni a changé le destin de Ryle ?» Vous vous rappelez de cet article, je vous en avais parlé, ça avait été un sujet d'embrouille entre Colleen et Justin. Alors l'avocat lui ressort cet article et il lui demande « Avez-vous vu cette publication Instagram ?» Oui. Et cela vous a-t-il inquiété? Oui. Et cet échange de SMS entre vous et Madame Lively, est-ce que vous lui faites part de vos inquiétudes concernant cette publication? Oui. D'accord. Et avez-vous fait part de vos inquiétudes à quelqu'un d'autre concernant cette publication? Justin et Jamie. Et que leur avez-vous dit? Je leur ai demandé de la supprimer car elle était fausse. Il a écrit un article expliquant que dans le scénario et dans le film, Lily quittait Ryle et que Ryle n'obtenait pas la garde et n'était plus impliqué dans leur vie. Et cela m'a bouleversée, car le discours en ligne de l'époque était très hostile aux femmes du film, ou plutôt à celles qui y participaient. Blake, Isabella et moi recevions beaucoup de messages haineux en ligne, et j'avais l'impression que Justin publiait des choses. Tous les commentaires le félicitaient d'avoir parlé de violence conjugale et de tout ça, alors que nous restions silencieuses. Cet article en particulier m'a beaucoup blessée, car il laissait entendre que j'aurais dû, non pas que j'aurais dû écrire la fin différemment, mais que c'était lui qui avait choisi de la changer. Or, je savais que c'était faux, car après avoir écrit le 2e tome, nous avons beaucoup discuté d'un éventuel 2e film. Et pour qu'il y ait un 2e film, il devait toujours faire partie de la vie de Lily et de l'enfant. J'ai donc eu l'impression que cet article et cette interview donnaient une impression négative de sa part. Alors je lui ai demandé, ainsi qu'à Jamie, s'il pouvait le retirer car ce n'était tout simplement pas vrai. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que M. Baldoni partageait un article dans le but d'influencer le débat? J'avais l'impression qu'à ce moment-là, le film était sorti et qu'il marchait très bien, mais soudain, des choses négatives ont commencé à apparaître en ligne à propos de Blake, de moi et de la façon dont nous avons fait la promotion du film. C'était vraiment choquant. Et je crois que le plus choquant, c'était le silence de Justin face aux insultes en ligne que subissaient les femmes du film. Et cela, pour moi, allait à l'encontre de tout ce qu'il prêchait sur le soutien aux femmes, et j'étais très déçue que les personnes qui ont réalisé ce film restent silencieuses, alors que Blake, en particulier, était la cible de tant de haine en ligne, souvent à cause des fleurs et de son jean à fleurs. Je ne comprenais pas pourquoi tout cela se disait, alors que Justin et moi faisions des bouquets, et enfin... Vous savez, c'était son film, et je suis sûre qu'il a approuvé le plan marketing et que nous l'avons suivi. J'étais donc très confuse. Pourquoi les choses pour lesquelles on nous critiquait n'étaient-elles pas défendues? Qu'auriez-vous voulu que M. Baldoni fasse? Demande l'avocat. Il aurait été bien que lui, Sonny ou Jamie, vous savez,
partage le plan marketing. Et je suis arrivée, j'ai fait toute ma promotion et j'ai travaillé comme une folle et j'ai lu un prompteur un nombre incalculable de fois. J'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais ensuite, vous savez, beaucoup de choses dont on a parlé dans les interviews, lors de la conférence de presse, notamment sur les violences conjugales, n'ont tout simplement pas été relayées. Du coup, sur Internet, on avait l'impression qu'on ignorait complètement le sujet et qu'on s'amusait, qu'on jouait avec des fleurs et voilà. Je trouvais très injuste que les femmes soient vilipendées pour des choses que j'avais aussi vu faire par les hommes. Colleen Hoover, je vous rappelle que quand votre livre a fait le buzz, vous avez sorti un livre de coloriage, vous avez sorti un kit de vernis à ongles aux couleurs des fleurs de Lily, alors qu'on parle encore une fois d'un livre sur la violence conjugale. Mais un bouquin de coloriage et des vernis, il n'y a pas de problème. Et donc là, elle comprend pas. On parlait de fleurs, Justine a fait des bouquets, puis après, il en a plus fait, donc pourquoi non, on se fait tacler? Bah, pour la même raison que tu t'es fait tacler toute seule, avant que le film sorte, quand t'as vendu des vernis et des coloriages au nom de ton livre. Je poursuis. Si Justine vous avait demandé de poser pour une photo avec lui, auriez-vous accepté? Elle répond probablement pas le soir de la première, non. Et pourquoi pas? J'étais contrariée contre lui à cause des choses que j'avais entendues. Des choses que vous aviez entendues qui m'ont été dites par Blake. Je vois, répond l'avocat. Et ce que Blake vous avait dit, ce sont les mêmes choses dont nous parlions tout à l'heure. Et d'autres choses encore. Quelles autres choses? Elle m'a dit enfin, l'histoire de la religion, par exemple, qu'il avait raconté à tout le monde sur le plateau que nous étions rencontrés par sa foi. Elle m'a dit qu'il utilisait mon nom et disait à tout le monde que nous étions quasiment meilleurs amis et que lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait dans une scène, il disait eh bien, l'autrice le veut comme ça. Je ne me souviens pas d'autre chose, je ne sais pas. Je vois, répond l'avocat. Donc, vous qualifieriez cela de... Est-ce que vous qualifieriez cela de commérage? Peut-être. J'ai simplement pris ça pour argent comptant, comme si c'était ce qu'elle avait vécu et qu'elle me racontait. Je ne savais pas si c'était vrai ou non. Avez-vous fait quelque chose pour vérifier que Justine avait bien dit vous avoir rencontré par l'intermédiaire de l'église? Non, parce qu'à l'époque, je ne parlais déjà plus à Justine à cause de choses qui s'étaient passées entre nous et qui n'avaient rien à voir avec Blake. Fin de la déposition de Colleen Hoover. Comment vous dire que le mytho est présent, parce que là, je vous ai quand même sauté quelques trucs, mais quand elle dit qu'elle n'a pas été investie comme elle l'aurait voulu avec Justine sur le film, Justine lui a demandé, et elle le dit dans la déposition, hein, il lui a proposé d'écrire le script au tout début. Elle n'a pas voulu parce qu'elle ne se sentait pas les épaules en fait pour écrire un scénario, elle l'avait jamais fait donc elle l'a pas fait. Mais preuve quand même qu'il voulait l'inclure au maximum. Or, je vous avais montré aussi dans une autre vidéo les échanges de messages où Justine la tenait au courant de tout, mais madame dans sa déposition dit que ça l'énervait en fait que Justine lui montre des pages de script qu'il avait peaufinées. Elle en fait a voulu le brouillon. Mais il va pas lui envoyer des brouillons, genre des scripts, enfin des pages de script écrits comme ça, en fait les premiers jets si vous voulez, alors qu'il sait très bien qu'il va le modifier. Donc je pense qu'il est plus logique qu'il fasse son truc au propre, qu'il lui soumette comme il l'a fait, et que de là fasse son retour. Parce que si elle commence à faire des retours sur chaque page de brouillon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je vois pas du tout en quoi ça la dérangeait. Et puis encore une fois, de toute façon, il y a les échanges de textos où Justine à chaque fois lui envoie tout, même le choix du casting, même le tatouage, le design, enfin bref, il lui a tout montré. Même Alex Sachs avait donné une interview en disant que l'autrice avait été très impliquée dans la construction du film patati et patata. Donc elle ment. Et par ailleurs aussi, hein, si vous vous demandez pourquoi Colleen Hoover a arrêté de suivre Justine Baldoni sur les réseaux, tout simplement parce que Blake lui a demandé. Voilà déjà ça. La foi Baha'i, Blake dit à Colleen oh, tu sais que Justine sur le plateau, il dit à tout le monde qui t'a rencontré parce que vous êtes de confession Baha'i tous les deux. Qui a dit ça à part Blake? Qui l'a dit? Pas une seule fois. Colleen Hoover
à confronter Justin là-dessus ou à demander à quelqu'un d'autre si c'était vrai ou pas. Elle se base sur les dires de Blake. Donc personnellement, ce que je trouve assez extraordinaire en fait, c'est qu'elle a un dîner avec Justin qu'elle connaît depuis 5 ans maintenant, où il lui raconte l'enfer du tournage qu'il a vécu avec Blake Lively. Il lui dit voilà, elle nous a fait signer ça. On veut que tu le saches parce que ça va certainement sortir. On veut pas en gros que tu sois pris au dépourvu. Et juste, ils la mettent au parfum de tout. Elle le prend très mal. Mais une femme qu'elle ne connaît pas, donc Blake Lively, elle prend pour argent comptant tout ce qu'elle lui dit. Il faudra m'expliquer la logique de cette femme. Elle refute au bout d'un dîner ce que des gens qu'elle connaît depuis 5 ans lui racontent, mais une femme qu'elle connaît à peine, elle boit ses paroles sans rien vérifier, sans rien remettre en question. Il y a un problème quand même, est-ce qu'on est d'accord? Bon, je poursuis. On va conclure avec un échange de textos entre Colleen Hoover et Blake Lively le 11 juillet 2024. Alors, Blake, c'est bon, je suis contente que tu l'aies fait, car malgré ses comportements et actes dérangeants répétés, je le plains encore. Se faire rappeler plusieurs fois par jour qu'il me diffame pour lui avoir demandé d'arrêter le harcèlement sexuel et émotionnel, pour avoir amélioré son film, pour avoir mobilisé tous ses contacts afin de convaincre les plus grands musiciens et artistes de contribuer à améliorer son film, pour avoir mené une campagne marketing gratuitement, je ne vois absolument rien de mal à cela. Ryan prétend qu'il devrait m'écrire des lettres d'excuses et de remerciements tous les jours. Au lieu de cela, il choisit de faire de moi un monstre. Mais quel est mon crime? Je me suis toujours concentrée sur mon travail et je lui ai donné toutes les chances de l'améliorer. Et il continue de se comporter comme un porc enragé. Colline répond: exactement. Je crois qu'en tant que femme et mère, on nous apprend à être indulgente jusqu'à l'épuisement. Mais dans des moments comme ceux-ci, il est parfois bon de se rappeler que la bienveillance est admirable tant qu'elle ne compromet pas notre intégrité. Il m'arrive aussi de me sentir mal, mais je peux te garantir qu'il n'a pas éprouvé la moindre culpabilité. Il est trop occupé à se victimiser pendant que tu te tues à la tâche pour réaliser un film meilleur dont il récoltera les lauriers. Blake lui répond: je t'aime, merci pour ça, c'est tellement vrai. Colline qui répond: mais en tant qu'ami, je ne veux pas perturber ta tranquillité. Je déteste qu'on me rapporte des choses négatives et j'essaie de ne pas le faire aux autres. Je veux être un havre de paix. Blake qui répond: j'aimerais que son agent sache que tout cela concerne Justin. Cela n'a pas d'importance, certes, mais cela me blesse profondément et me met hors de moi, moi qui ai bénéficié de ton immense soutien, qu'elle te dise en face que c'est moi et non toi qui réclame justice. Entre ton message et la lettre que je viens de recevoir de Lisa, la responsable de la post-production, mon cœur est comblé. Ils peuvent détourner l'attention, mais ils ne peuvent pas m'enlever ça. Bon, j'ai pas trop capté de quoi elle parlait, mais c'est du ouin-ouin. Alors, encore une tartine de mytho hein, dans le texto de Blake, quand elle dit me diffame pour avoir demandé d'arrêter le harcèlement sexuel et émotionnel, encore une fois, lesquels pour avoir amélioré son film, non Blake, tu lui as volé son film. Pour avoir mobilisé tous ses contacts afin de convaincre les plus grands musiciens et artistes d'améliorer le film, non, tu as imposé ta bestie Taylor Swift, qui du coup a fait virer le compositeur que Justin avait embauché. Encore une fois, tu as imposé, on t'avait rien demandé, pour avoir mené une campagne marketing gratuitement, le foutage de gueule. Rappelez-vous qu'on a les preuves que Blake Lively avait dit au début que la boîte de prod de Ryan, Maximum Effort, qui fait aussi de la com, travaillerait gratuitement pour la famille. Non, rien du tout, du tout. On a vu que Sony a pété une durite quand elle a pris justement Maximum Effort pour faire la promo du film, parce que non seulement elle l'a fait sans demander l'aval de la direction marketing artistique de tout ça à qui que ce soit, et qu'en plus, vu que Maximum Effort était très cher, ils ont fait péter le budget. Il a explosé encore plus, donc ils étaient loin d'être gratos, ils étaient même beaucoup plus chers. Donc elle ment, elle ment, elle ment. Dans quel monde vit cette femme ainsi que son mari? Je ne le comprendrai
jamais. Voilà les amis, désolée, je suis énervée parce que j'en peux plus en fait de lire les mythos qu'elle sort, les couleuvres qu'elle sort et de voir que ça passe crème auprès de tout le monde parce que personne dans cette affaire n'a été foutu de faire ses recherches en fait. Tout le monde l'a cru, tout le monde l'a gobé sans avoir été vérifié auprès de Justin ou auprès même des grosses têtes de Sony, savoir si ça c'était vrai. Non. J'ai l'impression qu'en fait sur ce film, si vous voulez, le ressenti que j'ai par rapport à tout ce qu'a pu dire Alex Sachs, Colin Hoover, Jenny Slate, Blake Lively, Isabella Ferrer. J'ai l'impression qu'elles se sont mis en tête que c'était un groupe de femmes fortes et féministes et que leur voix devait primer sur tout le reste. Or, le capitaine du navire, c'est un homme, c'est Justin. Et j'ai l'impression qu'en fait, elles n'ont pas supporté que ce soit un homme aux commandes. Elles se sont vraiment montées la tête à prôner le féminisme à tort et à travers, alors que les producteurs, réalisateurs, c'était des hommes. Et apparemment, ce paramètre ne leur a pas plu et elles ont joué là-dessus. Parce que de dire que Justin est un misogyne en sortant des exemples, voilà quoi. Et en plus, après, en allant pleurer, à dire oui, il nous a pas défendu quand on s'est fait dézinguer. Mais encore une fois, vous l'avez foutu à l'écart et après c'est à l'homme de venir vous défendre alors que vous dites justement que vous êtes des grandes filles, que vous savez mieux entre femmes, etc. Mais il vous faut la protection d'un homme finalement. C'est un petit peu en contradiction, je trouve, avec leur discours. Les femmes, les femmes, les femmes. Mais par contre, pour nous défendre, il faut un chevalier servant. Et c'est le vilain Justin qu'on a traîné dans la boue, qu'on a taillé, qui aurait dû venir nous défendre. C'est complètement incohérent. Mais en même temps, c'est cohérent avec tout ce qu'elle reproche à Justin. Voilà, c'est un misogyne. Donc même ça, il n'a pas été foutu de les défendre. Ceci explique cela, voilà. C'est QFD. Voilà donc pour ces deux dépositions. J'espère que je vous ai pas perdu d'entrée de jeu avec celle de Jenny Slate parce que oui, c'était laborieux. Voilà un petit peu ce qu'il en est, à savoir donc pas grand-chose. Encore une fois, pas grand-chose. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans la semaine pour la suite de tous ces documents où on en apprend encore des très bonnes. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.